Le congrès ordinaire du PPACI qui sera suivi de la fête de la Renaissance. Le 14. Du 14 au 15. Ça, c'est le congrès ordinaire. Et à l'occasion de ce congrès, on va encore une fois de plus donner notre voix à notre mentor, le président Laurent Gbagbo, pour présider à la destinée de notre parti, le PPACI. Et du 15 au 16, l'événement tant attendu, la fête de la Renaissance. Alors, à tous les Ivoiriens amoureux de Laurent Gbagbo, à tous les militants, militantes du PPACI, de la base militante du PPACI, à tous les sympathisants du président Laurent Gbagbo, cet événement est le vôtre. Et moi, je le dis que toutes les fois où on aura l'occasion de démontrer notre amour pour le président Laurent Gbagbo, ainsi qu'à son instrument politique, les frères, il faut le faire à volonté, il faut le démontrer à souhait. On l'a fait l'année dernière à Dabou, où le régime du RDR n'a pas voulu nous donner l'espace qu'on a demandé, et ils sont allés nous donner l'espace dans la brousse. Et même dans la brousse, on a mobilisé des millions de personnes. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité. Il y a une zone où il n'y avait pas de réseau. Mais l'espace a été nettoyé. On a vu des vieilles femmes qui ont marché jusqu'à 5 km, 6 km, voire même 10 km pour rejoindre le site. Et cette fête-là, cette fête a été véritablement une occasion pour le peuple de Côte d'Ivoire, sympathisant, militant du PPACI, pour démontrer leur amour à Laurent Gbagbo ainsi qu'à son instrument politique. Et encore, on revient encore à Songon. Le samedi prochain, Songon doit être bondé de monde. Songon, là, quand on va à Songon, c'est bleu, blanc, on doit voir là-bas. Les bleus du PPACI, les amoureux du PPACI, les amoureux du président Laurent Gbagbo. Donc, le 11, le 16, tous au palais de la culture de Trashville, le 14 et le 15, pour démontrer notre amour à Laurent Gbagbo. Les t-shirts sont déjà disponibles, vous voyez, 3000, il y a les polos, il y a les casquettes pour ne citer que autres. Tout est là. Les frères, il faut aller vous procurer vos t-shirts. Il faut aller vous procurer vos casquettes parce que ça sera une fête inédite. Donc, allez vous procurer vos maillots et bon, enfin, vos t-shirts, vos casquettes pour ne citer que autres. Et cet événement-là, personne ne doit vous le raconter. Parce que c'est lui qu'on suit, c'est un mentor, c'est un guide. Laurent Gbagbo, la réalité, c'est parce que c'est en Côte d'Ivoire. Sinon, Laurent Gbagbo est un symbole de résistance. Parce que Laurent Gbagbo est un symbole de loyauté, Laurent Gbagbo est un symbole de fidélité. Et moi, je le dis, que normalement, au PPACI, on doit organiser un jour, une journée qui s'appellera Journée Laurent Gbagbo. Et à cette occasion-là, il faut présenter notre produit Laurent Gbagbo à la face du monde entier. Parce que les rebelles à la tête de la Côte d'Ivoire, avec leur système, la France-Afrique, quand ils ont voulu prendre le pouvoir, ils ont pris la peine de présenter Laurent Gbagbo comme étant un assassin. Ils ont pris la peine de présenter Laurent Gbagbo comme quelqu'un qui n'aimait pas les étrangers. Ils ont pris le temps, la peine de façonner Laurent Gbagbo, présenter Laurent Gbagbo à la face du monde entier comme étant le diable. Et pourtant, le diable, on sait qui est le diable. Donc, à cette occasion-là, quand on crée une fête, une journée typiquement Laurent Gbagbo, il faut prendre la peine de présenter Laurent Gbagbo à la face du monde. Il faut prendre la peine de présenter Laurent Gbagbo au GPP, la génération 2000. Il faut leur dire qui est Laurent Gbagbo. Étudier Laurent Gbagbo, comprendre Laurent Gbagbo. On ne va pas attendre que Laurent Gbagbo décède pour qu'on vienne célébrer Laurent Gbagbo. Il faut célébrer Laurent Gbagbo de son vivant. Et les cadres du PPACI doivent y songer. Trouver un jour de l'année où notre mentor sera célébré. Donc, famille, frères, militants, militantes, base militante, à tous les sympathisants de Laurent Gbagbo, cet événement est le vôtre. Cette fête est la vôtre et il faut vous mobiliser. Chez nous, là, on ne partage pas l'argent. Chez nous, là, on ne partage pas Rigra. C'est à votre frère. Payez vos t-shirts. Vous allez payer vous-même votre transport. Il n'y a pas quelqu'un qui va donner l'argent à quelqu'un ici. Parce qu'on aime Laurent Gbagbo. Parce qu'on aime la Côte d'Ivoire. Parce qu'on aime le PPACI. Et cet effort qu'on fournit là, c'est pour la Côte d'Ivoire, on ne le fait pas pour Laurent Gbagbo. Parce que si Laurent Gbagbo a 80 ans, il accepte encore de présider au destiné du PPACI, ce n'est pas pour lui il le fait. C'est pour toi, frère. C'est pour toi qui vis dans la précarité. C'est pour toi qui n'a pas les moyens et qui est obligé de fuir la Côte d'Ivoire pour aller mourir en Méditerranée. C'est pour toi que Laurent Gbagbo se bat. Donc, frère, cet événement est le vôtre. Et le tien. Mobilisez-vous. Faites que ceux qui pensaient que le président Laurent Gbagbo était mort politiquement, que Laurent Gbagbo ne peut plus rien créer, que ces individus-là, aux idées sombres, noires,
comprennent que Laurent Gbagbo, du haut de ses 80 ans, peut encore drainer des millions de personnes comme si on était encore dans les années 92. Donc la fête se prépare dès maintenant. Tu as tes 100 francs, faut garder. Tu as tes 200, faut garder. Tu as tes 300, faut garder. Si tu sais que tu es loin pour payer ton transport. Si tu es à Beauville, tu sais que l'événement se passe à Songo, que tu n'as pas les moyens, frère. Il faut commencer à marcher depuis à Beauville. Commence à marcher depuis Korogo. Commence à marcher depuis Dabou pour rejoindre le site. Parce que samedi prochain, les frères, on doit démontrer à la face du monde entier que Laurent Gbagbo, que le serpent n'est pas encore mort. Pour vous dire qu'un État, une république qui se respecte, se comporte de cette manière. Le président est parti, s'est absenté, il est revenu, on l'a vu, on fait un communiqué. Ouattara est absent depuis combien de temps? On ne le voit pas. On ne sait pas où il est. Nous ne sommes pas dans une république. Nous ne sommes pas dans un État, dans une démocratie. Nous sommes dans un royaume. Voici comment se comporte le PPACI. Et c'est un message subliminal aussi pour dire, mais où est Ouattara? Il est vivant ou il est mort? Ce communiqué, c'est ce qu'il nous dit aussi. Moi, je suis président d'un parti qui a été mis en prison pour permettre à Ouattara de gouverner la Côte d'Ivoire. Je sors, je viens et je dis je suis là. Pourtant, vous avez annoncé ma mort. Les gens annonçaient aussi la mort du président Laurent Gbagbo. Les gens disaient oui, il est parti, il est mort, il est comme ça. Mais lui, il est vivant. Il dit je suis vivant, je suis là. Mais où est Ouattara? Il sort. Vous avez vu les masques de cire que je vous ai montré hier. On peut le mettre sur tout le monde. Vous voyez? Donc, le fait qu'il ne s'exprime pas, qu'il ne parle pas aux travailleurs, ce sont les travailleurs qui lui donnent de l'argent pour gouverner la Côte d'Ivoire. Mais le 1er mai, où il était? Vous voyez, bon, à ce niveau, on est obligé maintenant de parler de sa mort ou de sa vie. Nous, ce n'est pas la mort qui nous intéresse, mais où il est. Vous avez vu nos communicants Oxymore et soldats de Gbagbo, non soldats de Dieu, hier je me suis trompé, soldats de Gbagbo, on parlait de la mort. C'est leur communication. Est-ce qu'ils ont des sources fiables? Ça, c'est leur manière de communiquer. Eux, ils communiquent à partir de sources fiables. Mais Météo Politique ivoirienne a décidé de ne pas communiquer à partir de sources fiables. Moi, ce que je vous dis ici, c'est j'ai deux sources. J'ai Dieu et j'ai les analyses politiques. J'étudie les analyses et je vois à partir des études de la feuille de route de nos adversaires politiques, j'essaie de voir où ils vont. Parce que j'ai décidé de ne pas utiliser de sources, même si j'entends, même si j'ai des amis qui peuvent me communiquer des sources, je refuse, pour la simple raison qu'une source peut être nocive pour toi, comme cela a été pour le Pansoro Guillaume et le président Bédi en 2020. Alors, vous savez qu'il y a eu, je vous donne un exemple simple, vous savez qu'il y a eu l'appel de Daoukro. L'appel de Daoukro rassemblait Alassane Ouattara, le président Bédié et le Pansoro Guillaume. Ils ont donné la possibilité à Ouattara de se présenter une autre fois. Mais pourquoi? Parce que les trois voulaient profiter du bétail électoral. C'est-à-dire, c'est la liste électorale. Les trois voulaient bénéficier de ça pour pouvoir être élus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ouattara n'a pas respecté la tontine électorale. C'était une tontine. Toi, après, c'est moi, après, c'est celui-là. Après, Alassane Ouattara devait venir le président Bédié en 2020, et puis après le président Bédié devait venir le Pansoro Guillaume. C'était une tontine électorale qui a échoué. Mais pourquoi ça a échoué? En 2020, il y a eu la désobéissance civile, mais on ne prend pas le temps de réfléchir très bien à ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé était très simple. Le président Bédié avait lancé la désobéissance civile. Et qu'est-ce que Ahmed Bakayoko a fait? Ahmed Bakayoko a pris tous les comme zones. C'est-à-dire les sources fiables du Pansoro Guillaume, et ils ont communiqué avec le Pansoro Guillaume.
Pendant ce temps, Ahmed Bakayoko lui-même aussi, il voulait le pouvoir. Donc les sources fiables du Pansorogium sont entrées en contact avec le Pansorogium. C'est ce qui a amené le Pansorogium à dire lors de la désobéissance civile, mettez-vous à ma disposition. Et comme le président Bédié, comme on le dit souvent, le PDCI n'a pas de militaires, n'a pas de soldats, en guillemets, eh bien, parce que IB travaillait pour certains membres du PDCI, IB, le commando invisible. Donc, toujours est-il que ils étaient informés par des sources qui semblaient fiables. Mais puisque Ahmed Bakayoko est un Ivoirien d'origine, il connaissait les sources, il les a utilisées pour essayer de tromper leur propre gars. Communication. Voici comment ils ont sali Laurent Gbagbo. Ils sont allés se retrouver chez Kadhafi pour dire que Laurent Gbagbo n'aime pas les étrangers. Laurent Gbagbo n'aime pas les musulmans. Et puisque les Arabes, là, d'après eux, là, eux, à faire de leurs musulmans, eux-mêmes, ils sont pas pratiquants, hein, mais il faut être musulmans. Quand ils entendent à faire musulmans, ils sont prêts à tout. Leur islam, là, eux, là, leur islam, là, leur dieu de l'islam, là, lui, il se défend pas. C'est eux qui défendent leur islam. Le dieu de l'islam, là, lui, il ne se défend pas. Hé, moi, mon Seigneur Jésus, celui que j'adore, là, lui, il peut se défendre. Moi, je ne peux pas aller faire parole de Jésus. Quelqu'un qui a venu dire que Dieu n'existe pas. Et puis, il est venu faire parole que Dieu existe. J'allais dire quelqu'un parce que il dit Dieu n'existe pas. Mais si Dieu existe véritablement, Dieu, viens. Si tu existes, faut lui montrer que tu existes. Faut régler son cas. Et Dieu va agir. Dieu sait comment il va faire pour faire savoir que lui, il existe. Mais c'est l'islam là. C'est eux qui vont faire leur combat. C'est eux qui vont eux-mêmes qui vont faire leur guerre. C'est eux. Eux là, ils peuvent faire leur combat. Ils vont aller faire guerre de leur Dieu. Je ne sais pas comment c'est pas vous, c'est quel Dieu vous adorez. Mais vous, votre Dieu là, lui ne se défend pas. Vous êtes son armée sur la terre. C'est vous qui le défendez. Mais c'est que c'est pas Dieu. Excusez-moi les musulmans. Ça, c'est pas chose. C'est pas attaquer une religion. Pas rentrer dans la guerre des religions. Donc un Dieu, il se défend. Moi, je ne suis pas le défenseur de Dieu sur la terre. Je ne peux pas venir défendre Dieu sur la terre. Je ne peux pas venir défendre mes enfants, défendre mes parents. Et puis, il va venir défendre Dieu. Ce que je peux faire, c'est dire, voici mon Dieu est bon, voici pour amener quelqu'un à Dieu. Mais pour dire, viens faire parole de Dieu, je ne suis pas dedans. Mais vous, là, vous avez fait votre guerre de l'islam et puis ils sont prêts à tout pour ça. Ils sont allés dire à Kadhafi. Laurent Gbagbo va inviter à Libye, il arrive là-bas. Attends, Kadhafi lui dit, mais c'est toi. On dit, tu n'aimes pas les étrangers là. Il dit, c'est moi. C'est toi, tu es le président de la Côte d'Ivoire. Il dit, oui, c'est moi, je suis le président. Il dit, hey. C'est toi qui n'aimes pas les étrangers là. Il dit, c'est moi, on dit, je n'aime pas les étrangers. Voici ma femme musulmane et chose du Nord qui est là. Kadhafi dit, j'ai été induit à l'erreur. Et puis, il y a une autre vidéo que j'ai vue, je ne sais pas s'il y a enregistré. Vous allez écouter. Comment le terreau naît. Comment ça naît? Vous, mon frère, vous fatiguez. Nous, on se fatigue là. Toi, tu cherches quoi ici? Toi, tu cherches quoi ici? Nadia Gbagbo a déjà la lutte à Ouattara. Sauvage, petit maudit. Bloquez-le. Regardez que tu me suis. Bloquez. Voilà. Que vous vous fatiguez. On se fatigue et puis tu cherches quoi ici? Qu'on Nadia Gbagbo. Qui ici? Voici ça. Ceux qui défendent l'islam là. Écoutez. Regardez. Moi, ce chien d'autorité là. Voilà. C'est vous qui envoyez la guerre dans le pays là. Toi, t'as attaqué à la religion islam. Toi, t'as attaqué à la religion islam. Vas-y, champion. Gens qui font un petit mari, les filles là. Vous allez pas te les ramasser. Voilà, puis les filles. De ce jour-là, vous allez savoir que la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire même est basée sur les musulmans. Comment dire, on va vous ramasser. Mais vous pensez que les gens sont fifi là, on regarde, en m'a mis la cacha, vous là. Votre fille là, t'as rien fait. Le juste, tu fais quoi? C'est pas terreau qui est là. Le terreau au Sahel là. C'est pas là c'est né. Mais vous êtes dans une religion. Oh, il ne faut pas déjà rentrer dans fait de religion, petit. Il ne faut pas faire. Il ne faut pas faire, frère. Il ne faut pas déjà rentrer dedans.
musulmans, chrétiens, mais il ne faut pas rentrer dedans. On ne peut pas utiliser la religion musulmane pour ça. On ne peut pas. Et au Sahel, c'est ce qu'ils ont utilisé pour faire le terreau. C'est des vrais musulmans. Mais à partir du moment où tu utilises la religion musulmane, d'après toi, pour éliminer ta vie, c'est pas religion. Maintenant, si toi tu dis que toi, c'est ce que l'islam te demande, mais c'est que l'islam, c'est pas une bonne religion. Allons-y. Vas-y, frère. Même demain, on va célébrer le mariage. Les filles de Madrasa là, notre soeurs qui sont de l'école Madrasa là, même les filles, même nos frères qui sont à l'école là, s'ils sont, c'est-à-dire, à l'âge de 16 ans, 15 ans, nous, on les marie. À l'âge de 15 ans, parce que l'officier a dit, à faire des mariages forcés là, on veut plus ça. Si tu as fait ça, on te met en prison. Les mineurs, vous mariez les mineurs là, on veut plus ça. Tu as fait ça, on te met en prison. C'est ça le gars énervé. On s'en prend à sa religion. Il veut défendre sa religion. Même les mineurs, les filles qui font madrasa. 16 ans, 15 ans, 14 ans, 12 ans, nous on va les marier. En Italie, il y a je sais pas, un imam. Je sais pas de quel pays, c'est pas vers chose. Moyen-Orient là, un imam du Moyen-Orient qui a été rapatrié pour ça. Parce qu'il a soutenu le fait que une fille de 9 ans peut se marier en islam. Il a soutenu le fait que une fille de 9 ans, une fillette de 9 ans peut se marier, que l'islam autorise ça. Ils l'ont pris, ils l'ont rapatrié, ils l'ont soulevé son corps pour partir. Mais Mahomet aussi l'a fait, a marié une mineure. N'est-ce pas? Il ne faut pas rentrer dans faire des religions petites. Il faut revenir dans faire des babola. Allons-y, frère. Mais allons-y. Puisque ces religions vous avez utilisées. Bon, ceux qui sont pour la lutte et puis voilà, qui sont musulmans, tout, ne vous fâchez pas, les frères. Bon, c'est amusement. C'est Soulé Napakali, donc moi c'est vous qui me cherchez, donc vous me cherchez, moi je me cache, vous me cherchez. Après, quand vous allez me cacher, quand vous allez vous cacher, il allez vous chercher aussi. Donc ne vous fâchez pas. Allons-y, frère. On attend si vous allez appliquer tout ça, voilà. Même demain, on va les marier. Oui. Même demain, on va marier notre soeur de 15 ans et puis 16 ans là. C'est notre enfant, c'est notre soeur, c'est notre petite soeur. Et puis c'est notre religion. Vous ne pouvez pas prendre vos lois de papier, vos lois françaises, vos lois sauvages là, que vous signez là pour venir mettre ça ici en Côte d'Ivoire. Oh non, que si vous mariez les filles de 17 ans, 16 ans, c'est comme machin, bien c'est viol. C'est viol ou ça? Les papiers là, c'est viol ou ça? Dans nos religions musulmanes, c'est autorisé. Et c'est pas à cause de fou que nous on va, c'est-à-dire qu'en nous transférant à Ouattara, que nous avons gagné à la quoi. On va pas avoir peur de vous. Vous manquez de respect à Dieu. C'est ça nous on fait. C'est ça nous on obéit. Les filles là, nous nos soeurs là, et nos enfants là, à l'âge de 16 ans, 14 ans, on les marie bien. S'ils ont les règles, on les marie. Votre enfant là, si vous voulez mettre là à l'école, ils vont partir vous convoquer après pour vous mettre en prison. En islam là, nous, ça n'existe pas. Ça n'existe pas en islam. L'islam, c'est une religion de la paix. Religion de la paix, vraiment de la paix. En tout cas, l'islam c'est une religion de la paix. Vas-y frère. Qui lui a donné lunette là même? Vas-y. C'est qui faut quitter ce tracteur là? Faut quitter ici. C'est qui lui là? Allons frère. Ou même quelqu'un ça va faire les choses, ça fait tout mal souvent, ça dit même pas là, et puis la fait ça, on m'a dit que monsieur doit vous venez pour l'enfant des gens, sans question, pas que je t'ai appris la loi, ça la grâce, et à de quoi, vous avez dit, vous allez voir, pas bien, vous allez faire un peu, vous vous chassez, loi, ça la votre loi, peut-être là, vous voulez aller enfermer les gens, peut-être là, et puis, c'est qui même d'ailleurs, c'est qui quand vous êtes dans la vie, vous êtes pas l'islam. Quand nous les musulmans, on marie notre soeur de 15 ans, 14 ans, 16 ans. Il a dit le mot, hein. Wallah, on va devenir djihadiste pour vous éliminer. Donc, ça veut dire que lui là, où il est là, si on prend cette décision,
Une fille de 16 ans, c'est viol. C'est VIOLE. Une mineure. Mahomet, c'est mineur, il a marié. Lui, qui ont dit, bon, il n'y a plus ça. Il n'y a pas à faire de religion, mineur ne se marie plus. Quelqu'un va quitter là-bas pour dire, frère, tu as vu? Si c'est par exemple, on prend le président qui est au pouvoir, qui ne fait pas l'affaire des Occidentaux, petit frère, lui qui est au pouvoir là, il n'aime pas, tu as vu la loi qu'il a prise, dit vous ne devez pas vous marier entre vous. Entre vous les djoulas, pourtant c'est autorisé, les musulmans c'est autorisé. Lui, il vous pousse à violer la loi de Dieu. Tiens, âme, va le combattre. Lui là, c'est à la minute. Lui, il dit on va devenir djihadiste. C'est à la minute. C'est comme ça ils ont commencé à prendre des armes, à faire le terreau a commencé à naître au Mali. Au Sahel, c'est comme ça. Et c'est ce que les individus, les Occidentaux la font pour diviser. Voici le travail. Et j'ai vu une vidéo où le monsieur lui-même, il y a un terreau, je crois avoir partagé, mais je pense que ça doit être encore loin. Mais attends, j'ai défilé dans mes pages à pouvoir. J'ai partagé. Vous allez écouter, si je retrouve. Vous allez écouter ce que le monsieur dit. C'est cette vidéo. Attends, je vois. Voilà la vidéo. Non, c'est pas ça. Je viens. Il a retrouvé. Faut quitter ici. Wow. Quittez ici avec vos chansons bizarres. S'il n'est pas trouvé ici, il y a le... Voilà, merci. Écoutez. Hein. Ce message est envoyé à la France, aux États-Unis et à tous les pays de l'OTAN. Leur dire que les Moujahidines sont prêts à l'offensive à n'importe quel moment. Nous ne sommes pas là pour dominer les villes. Nous sommes là pour le djihad, pour propager le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour propager le message de qui? Mohammed. Le guide de l'islam. Lui là c'est un terreau. Dans le Sahel. Mais c'est quel nom ils utilisent à chaque fois les frères? Reviens ici. Alors. Leur dire que les Moujahidines sont prêts à l'offensive à n'importe quel moment. Nous ne sommes pas là pour dominer les villes. Nous sommes là pour le djihad, pour propager le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On est prêt à défendre la religion jusqu'au dernier degré. On est prêt à défendre la religion jusqu'au dernier degré. Mais quelle est cette religion où le Dieu de cette religion lui-même il ne se défend pas et puis c'est des individus qui prennent des armes pour éliminer des vies, détruire des vies pour défendre un Dieu. C'est quitté où les frères? C'est quitté où? Tu as fait des renaissances, tu es sorti quand tu es parti dans la religion, frère. Petit, il ne faut pas faire. C'est quitté où les frères? Vous êtes dans votre religion. Mais religion là, quand vous priez, Dieu, pardonne-moi. Dieu, vous demandez des bénédictions en Dieu. Mais s'il y a quelqu'un qui fait une erreur, qui est en train de manquer de respect à votre Dieu, priez le même Dieu pour qui attaque l'individu. Mais priez, les frères. Moi, Dieu, notre Dieu, on adore là. Si tu dis, il n'existe plus. Ni Dieu. C'est celui-là qu'on a utilisé, Nietzsche, mais c'est un penseur. Un philosophe. Nietzsche a dit Dieu n'existe pas. Et quand tu lis le récit de Nietzsche, il y a des témoignages qui ont dit qu'à la fin, le dernier jour où Nietzsche devait rendre l'âme, il a dit Dieu existe vraiment. Il dit Dieu existe vraiment avant de rendre l'âme. Mais les frères, si vous estimez que vous servez un Dieu, ce Dieu-là, c'est lui qui doit vous défendre. Mais si un Dieu, toi qui suis un Dieu, ce Dieu-là, c'est toi qui dois le défendre et puis tu le suis. Mais tu le suis pourquoi? Pour quelle raison alors? Moi, je suis un individu parce que j'ai peur. Des gens veulent m'éliminer. Ou bien je suis dans un foyer avec ma femme, tout. Et puis les choses arrivent. On dit lui là, toi ton mari là, il a fait karaté, des dos dan, 6e dan, combien de ceintures noires, vert, orange. Et puis les gens arrivent pour dire non, ils vont venir frapper ta femme. Et puis ton mari lui fuit pour te laisser. Mais c'est dans quoi tu es?
Tu es dans quoi? Toi, tu suis quelqu'un qui doit à la réalité te défendre, mais c'est toi qui es en train de le défendre, mais tu le suis pourquoi? Si c'est vous qui devez défendre votre Dieu, mais votre Dieu devait vous suivre. C'est lui qui devait vous suivre, parce que c'est celui qui défend là, on suit. Moi, je ne peux pas défendre quelqu'un, et puis c'est moi, je le suis encore. Oh, oh. Tu ne peux pas défendre quelqu'un, puis c'est moi, je le suis. Peut-être s'il y a, vous, en islam, il y a 2 religions, il y a 2 dieux, mais dans tous les cas, je sais que le terreau, il dit ils sont là pour défendre leur religion. Il a utilisé Mohamed, Wassali, Wassalam, ou quoi là. L'autre petit en Côte d'Ivoire dit, si vous allez, vous supprimez cette loi-là, nous on va devenir djihadistes dans le pays-là. Mais c'est comment? Et c'est l'islam que vous avez utilisé pour détruire la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo n'aime pas les étrangers. Laurent Gbagbo n'aime pas les musulmans. Voici le narratif sur lequel Dramane Ouattara a construit sa politique. Pour salir la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Il n'aime pas les étrangers. Il n'aime pas les musulmans. Il n'aime pas les djoulas. Il n'aime pas tant. Il n'aime pas tant. Soro a chargé comme ça. Soro se musclait comme ça. Si tous les médias, il était invité pour détruire Laurent Gbagbo. Les médias là l'utilisaient comme ça. Mais où sont les France 24? Où sont les RFI? Où sont les médias qui, hier, sous la rébellion, les invitaient pour venir parler? Mais inviter Soro encore? Jamais de la vie. Parce qu'ils ne parlent plus dans le même sens qu'eux. Et voici ces individus-là, à qui on fait face en Côte d'Ivoire. Donc les frères, le combat dans lequel on est là, ça ne sera pas facile. Mais si on a un homme politique à la dimension de Laurent Gbagbo qui est à la tête de nous, notre parti, il faut le suivre parce que c'est un fils stratège. Il a toutes les stratégies possibles pour placer son petit frère. C'est à vous et moi d'enlever cela dans son esprit. S'il a le but de créer la commission, de dissoudre seul et de vouloir mettre en place un nouvel organe, c'est de placer son petit frère Ouattara, il faut que les Ivoiriens lui montrent que c'est un leurre et que cela n'adviendra jamais. Et j'ai dit. Merci beaucoup, M. Dr Bougassako Germain, président de la FIDOP, on peut le dire enseignant et en exil. On le dit depuis déjà bientôt une année. Dr Bougassako Germain, bonjour, comment allez-vous? Bonjour Jacques Roger, je voulais saluer la Côte d'Ivoire qui nous suit aujourd'hui, saluer la chaîne Jacques Roger Show avec laquelle nous faisons chemin. C'est bien marqué Afrique 2050, donc le cap c'est Afrique 2050. Je voudrais vraiment te saluer, chers frères, mais saluer tous les compatriotes de la diaspora. L'émission d'aujourd'hui m'avère assez importante, plus qu'importante, parce que le sujet en vaut la peine. Il s'agit de la Commission nationale électorale, celle qui, au regard de toutes les critiques, est au cœur de toute la crise sociopolitique des 25 dernières années. Tous ces morts que nous avons eus, toutes ces personnes que nous avons enregistrées qui sont parties, tous ceux qui sont aujourd'hui en prison, mais principalement, d'un point de vue purement politique et même juridique, c'est la Commission électorale indépendante. Et je pense que dans cette émission, nous allons largement le démontrer. Je ne suis pas sûr que nous ferons la trentaine, peut-être que certainement la 45e, pour ne pas dire peut-être 1 heure. Merci beaucoup, Dr Bougassako Germain. Nous allons démarrer rapidement. On va plutôt parler donc, donc la discussion. Donc la première question qui me vient donc à l'esprit, Dr Bougassako, pour vous, si vous voulez, la dissolution donc de la CEI est-elle une avancée démocratique historique ou simplement, disons, un changement donc de façade politique? Merci. D'abord, c'est une grande nouvelle. Mais dans l'esprit français, devant ces pareilles situations, on dit que c'est une grave nouvelle. C'est une grave décision. Et comme je le disais à l'entame de cette émission, c'est ma lecture que je viens faire. Et selon ma lecture, la Commission électorale indépendante a été au cœur de toutes les tragédies que notre pays a vécues. Et c'est pour cela, avec ta permission, je ne pourrais pas observer 1 minute de silence parce que ça va faire un long temps mort, mais je voudrais le dire
je voudrais marquer la minute de silence pour tous les morts depuis 2001, où la commission a été instituée, jusqu'au 6 mai 2026, tous ceux qui sont partis pour les fins des crises pré-électorales et post-électorales, tous ceux qui ont payé de leur vie, surtout nos morts de la crise de 2010-2011, ce qu'on a appelé plus de 3000 morts, c'est la commission électorale indépendante. C'est celle-là qui n'a pas eu le courage de dire les résultats qu'elle détenait lors de l'élection de 2010 et qui a traîné, qui a laissé le timing passer et qui a passé le dossier au Conseil constitutionnel, qui a donné le résultat que nous savons, et après, elle allait se retrouver ailleurs, et puis elle a donné un autre résultat, ce qui a entraîné la Côte d'Ivoire dans le fossé. Pour tous ces morts-là, dis-je, je voudrais observer une minute de silence. Merci. Maintenant que cela est fait, je voudrais dire à mon frère Jacques Roger et à tous nos compatriotes, si nous voulons vraiment que la Côte d'Ivoire sème les bases d'une vraie démocratie, sème les bases d'une vraie cohésion sociale, sème les bases d'une vraie paix durable, c'est la commission électorale indépendante et la décision qui vient d'être prise avant même que nous la critiquions. Il faut reconnaître que c'est une décision historique, c'est une décision qui va apporter un plus dans notre vie sociopolitique et peut-être ça va être la clé, j'allais dire, qui va ouvrir la porte de la paix en Côte d'Ivoire pour plusieurs années. C'est pour cela que, cher Jacques Roger, cette émission, elle va certainement porter des critiques, mais elle sera beaucoup plus constructive, qui apporte des solutions, qui appelle à la cohésion, qui appelle à un soulèvement. Parce que les soulèvements dans la rue, les prises des armes, c'est bien, mais quand vous scellez la paix fondée sur les institutions, quand vous scellez la paix fondée sur les textes, sur le respect de la Constitution, quand vous scellez la paix sur les règles démocratiques, vous vivez longtemps en paix. Oui, la décision est historique, la décision est salutaire, parce que cette décision-là peut ouvrir la voie à une Côte d'Ivoire bien meilleure, consensuelle, avec tous les fils et tous les fils, toutes les filles et tous les fils unis. Mais il y a plusieurs conditions. Et donc, tout à l'heure, vous verrez que dans mon développement, je ferai un peu l'historique de cette commission, comment on en est arrivé là, etc. Parce qu'il y a beaucoup de nos étudiants qui vont se servir de cette émission pour ceux qui présentent les mémoires, qui font les recherches en droit de l'homme, etc. Ils vont beaucoup s'en servir. Il y a un certain nombre d'informations que je vais leur donner. Par exemple, quels sont les différents présidents qui ont dirigé cette institution? Comment a-t-elle été instituée? Pourquoi une commission plutôt qu'un ministère de l'Intérieur? Des choses comme ça, ils doivent le savoir. Et je dis. Donc la question, est-ce que cette dissolution peut-elle réellement contribuer à la paix et à la stabilité de la Côte d'Ivoire après toutes, comme vous l'avez mentionné, les crises vécues depuis déjà des années? Très bien. Alors la question me permet de faire le bref historique et pour que les gens comprennent. Cher ami, toi et moi, nous sommes de la même génération. On savait que dans notre pays, depuis notre indépendance, le 7 août 1960, on a eu un seul parti politique qui a pratiquement gouverné la Côte d'Ivoire. Le président Houphouët s'est battu pour que nous soyons indépendants. Aujourd'hui, son parti, le PDCI-RDA, a 80 ans. Donc, nous avons vécu avec notre Côte d'Ivoire jusqu'au 24 décembre 1999. Il faut que les gens suivent très bien. En le faisant, qu'est-ce que je veux dire par là? On est indépendant le 7 août 1960 et on a notre première constitution qui date du 3 novembre 1960. Le 24 décembre 1999, voici un coup d'État qui apparaît en Côte d'Ivoire. Les jeunes qui voient aujourd'hui les pays de l'AES, qui voient le Mali, qui voient le Burkina, qui voient le Niger et même la Guinée dirigée par des militaires, ce n'est pas nouveau pour la Côte d'Ivoire. Nous l'avons vécu chez nous ici. Et celui qui était à la tête du pays, après le coup d'État, se nomme le général Robert Gueye. Et donc, nous sommes le 24 décembre 1999. Le président Henri Konan Bédié est renversé. Dieu merci, il n'a pas été tué, il part en exil en Europe. C'est avec les militaires, heureusement pour nous, qui sommes démocrates, ces militaires-là,
ils étaient bienveillants et ils ont fait appel aux forces vives de la nation pour mettre en place une nouvelle constitution. Et c'est dans cette nouvelle constitution-là que tous les partis politiques qui avaient été dissous, plus ou moins, vont participer, la société civile, et on va faire le squelette d'une nouvelle constitution. C'est dans cette nouvelle constitution du 1er août 2000, la Deuxième République, que est créée la commission électorale indépendante. C'est-à-dire quoi? La plupart des opposants, les démocrates, qui ont lutté contre le parti unique, les Laurent Gbagbo, les Francis Vaudier, les Zadi Zaourou, tous ces gens de l'opposition, ils ont estimé que en Afrique, à partir du moment où les partis uniques ont régné, après les partis uniques, il faut instituer une commission pour donner confiance aux opposants d'espérer un jour arriver au pouvoir. Donc, dans l'Afrique en général, on a adopté l'institution des commissions électorales indépendantes. D'ailleurs, dans la CEDEAO, il y a une ordonnance qu'on appelle l'ordonnance de la bonne gouvernance et de la démocratie, qui évoque même la question des commissions électorales indépendantes. Donc, notre CEI est créé par la Deuxième République dans la Constitution de 2000. En ce moment-là, celui qui arrive au pouvoir s'appelle Laurent Gbagbo. Quand M. Laurent Gbagbo arrive, c'est là que le Parlement de Côte d'Ivoire va voter la loi numéro 2001, dont Laurent Gbagbo arrive en 2000. Donc, en 2001, la loi numéro 2001-364 du 9 octobre 2001 va créer la commission électorale indépendante. Mais je dois quand même préciser que après le ministère de l'Intérieur, les militaires au pouvoir ont expérimenté une commission qui a organisé le référendum et les élections de 2000. Parce qu'on n'avait plus de ministère de l'Intérieur qui allait organiser. Il y a eu une commission. Et cette commission-là s'appelle la Commission nationale électorale. Elle était dirigée par un ami, un frère, un ami, membre de la société civile, président du GERDES à l'époque, le professeur Honoré Guillet. Voilà, j'en parle, c'est de l'histoire vécue, parce que moi-même, j'ai été membre de cette commission, d'abord de la commission de supervision du référendum, la COSUR, en 2000, et puis après, membre de la Commission nationale électorale, qui va faire les premières élections. Et donc, M. Guillet Honoré est le président de la commission électorale. Et c'est cette commission-là qui fait le référendum, qui nous donne la constitution du 1er août 2000. Et c'est cette commission-là qui va devenir CNE, Commission nationale électorale, qui va faire les élections où il y a eu des histoires entre le président Gbagbo et le général Robert Guèye. Et donc, finalement, c'est Guillet Honoré qui sauve la Côte d'Ivoire. C'est lui qui sauve la République de la Côte d'Ivoire en disant, au moment où le militaire dit qu'il a gagné l'élection, M. Guillet Honoré dit non. Le résultat que moi je détiens ici, c'est M. Laurent Gbagbo qui a gagné. C'était un tournant historique. Et c'est comme ça que M. Laurent Gbagbo arrive au pouvoir. C'est bon, ce rappel-là,